Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, on attend quelques secondes. Martine. Où est passée Martine? Vous avez un café, vous aussi? Non, pas ce matin. Alors aujourd'hui, on va dans le plan du cours que vous avez, qui était le plan du cours en EAD, là, que je suis en train de remanier au fur et à mesure. Voilà, je crois, Martine qui est revenue, mais sans l'image. Ah non, elle n'est pas revenue. Muriel est là. Je vois, oui. Mais Martine n'est pas là. Oui, je disais, dans le plan que je vous ai donné, il y avait trois sous-parties, le pardon politique, le différent des mémoires et l'irréversible et l'oubli. Ça, c'était, on pourrait dire, les politiques au pluriel. Hein. Il y avait théologique, éthique, anthropologique, politique. À vrai dire, pour moi, le théologique, il est partout. Je ne sais pas ce qui peut échapper à la théologie. Mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'était l'idée d'un pardon tout à fait extraordinaire, on va dire. Bon. Et vous avez vu que en travaillant le pardon chez Hannah Arendt, pour Hannah Arendt, le pardon, c'est vraiment la faculté des miracles, quoi. Donc ça peut toucher peu ou prou tous les registres. Alors donc dans ce chapitre sur le politique, pour lequel je donnerai volontiers le nom Le pardon, l'histoire, l'oubli. Ça, c'était le titre d'un cours que j'avais donné à la faculté de théologie de Lausanne en 1994 et que d'ailleurs Ricoeur a gentiment pompé dans le titre de son livre La mémoire, l'histoire, l'oubli. Enfin bon, c'est normal parce qu'on avait beaucoup échangé sur le sujet. On ne sait plus ce qui vient de qui lorsqu'on a parlé pendant des années sur un sujet. Donc le pardon, l'histoire, l'oubli. Donc la différence là, c'est que Ricoeur, il met le pardon à la fin. Mémoire, histoire, oubli. Et puis encore une sorte d'épilogue incertain. Il y a le pardon comme quelque chose d'incertain, quelque chose de... C'est-à-dire qu'en fait, il met le pardon comme une sorte d'eschatologie, en fait, sur un horizon eschatologique. Et moi, dans ma syntaxe, en fait, le pardon, il est eschatologique, mais au sens où l'eschatologie, c'est ce qui commence. Nous sommes, notre éthique est une éthique eschatologique, si je peux dire. Nous partons de la grâce, nous partons du pardon. Nous commençons avec le pardon. Vous voyez, j'ai une démarche un peu différente. Il me semble que la démarche de Ricoeur, quelque part, tout ce que je dis là, c'est des improvisations extrêmement grossières. Hein, mais il me semble que la manière, l'endroit où Ricoeur met le pardon, c'est une démarche un petit peu catholique. Et en fait, le pardon vient comme un couronnement de la nature, de la dialectique de la nature et de la grâce venant toujours à la fin, on va dire. Bon. Il me semble que ça, c'est la grammaire catholique déjà qui d'une certaine manière, doit conduire à Luther. Mais Luther, moi, avec Luther, ça s'inverse. Ce qui était à la fin repasse au début. Et après, on va s'adosser à la grâce. Et comment est-ce qu'on va rendre grâce? Je pense que c'est une autre manière, en quelque sorte, une autre manière de. Il y a vraiment presque une anthropologie différente. Mais bon, je ferme cette parenthèse, mais c'est un sujet qui mériterait d'être bien sûr beaucoup plus développé. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, voilà que Martine est venue avec l'image. Bravo Martine. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est donc terminer cette introduction générale au pardon politique et vraiment
aller jusqu'au bout du chapitre que j'avais intitulé le chapitre 9 sur le différent des mémoires, sur les conflits de mémoire, sur et sur l'hospitalité mutuelle des mémoires. Donc, bon voilà, ça c'est mon projet aujourd'hui. J'espère. Je peux vous couper une minute. Bien sûr. La semaine dernière, vous aviez commencé à introduire le sujet avec 3 questions. Et Oui. je ne sais pas si je suis la seule, mais il me manque la 3e. Je crois qu'on ne l'avait pas dite. Je ne sais pas si peut-être que je ne l'ai pas comprise, la question. Mais vous posiez 3 types de problématiques qu'on pouvait se poser dans cette section-là, sur le pardon politique. Oui. Et la 3e, je l'ai loupée. Si je pense que je me suis... Soit vous êtes tellement habitué à ce qu'il y ait 3, le fait qu'il y ait 2, c'était bancal, même si nous marchons sur 2 jambes. Moi, j'aime beaucoup le 2. Bon, très bien. Donc, alors, il y a 2 questions. Attendez. Moi, je l'ai noté. J'ai écrit texte d'Antoine Garapon, les crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Alors, voilà. Je sais pas si c'était ça, sans doute, la question. Est-ce qu'il n'y a pas des crimes qu'on ne peut ni punir? Enfin, je sais pas. Ça, c'est le texte que j'ai mis en appui pour le premier grand type de question, qui est les questions. Non, il y a quand même 3 questions. On peut dire qu'il y a quand même 3 questions. La première question, elle est introductive, c'est est-ce qu'il y a des culpabilités collectives, des pardons collectifs, etc. Voilà. Et est-ce qu'il y a, ça veut dire aussi, est-ce qu'il y a un mal collectif, un mal qui n'est pas individuel, vous voyez, qui n'est pas seulement moral. Ça, c'est une question vraiment théologiquement très importante, je pense. Et puis, bien sûr, moralement et politiquement, etc. Donc ça, c'est peut-être une question introductive. Vous avez des raisons, on peut la séparer. Mais en fait, après, sinon, il y a 2 grandes questions. Il y a la question du conflit des mémoires, du fait que, justement, il y a un problème parce que dans l'histoire, lorsqu'on embarque le pardon dans l'histoire, il y a un premier problème, c'est que, donc voilà, avant ce problème, je reprends un petit peu, il y a les malheurs et les crimes collectifs, il y a aussi les décalages de générations, parce qu'on a affaire à des générations ça complique beaucoup, le fait que les générations coupables ont disparu, les générations victimes de première génération ont disparu aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être victime de deuxième génération? Est-ce qu'on peut être coupable de deuxième génération? Vous voyez, mais tout ça, c'est des questions très importantes, voilà, sur lesquelles les textes les plus anciens ont des choses à dire aussi, hein, les textes bibliques, les textes les tragiques, etc. Alors après, je propose deux versants à la question. Une première sorte de question, c'est le fait qu'on a affaire à des traumatismes, on peut dire impunissables, trop grands, irréparables, absolument irréversibles, tels que, comme le disait Kundera dans La plaisanterie, je crois qu'il dit « Rien ne sera pas puni, rien ne sera pardonné, tout sera oublié ». C'est une phrase extrêmement... Kundera, il est toujours très important pour nous, philosophes. Il y a toujours des choses extraordinaires. Tout sera oublié. Alors, il faut imaginer quand même. Hein, là, on parle notamment de tous les crimes du communisme, hein, parce que lui, c'est un Tchèque, c'est quelqu'un qui a vécu tout ça très fortement. En même temps qu'il reproche, je dirais, à ceux qui ont tourné la page après, d'avoir en quelque sorte tout emballé dans le néant, comme une tranche de néant, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, voilà, mais c'est justement ça, le rapport au passé. C'est un rapport amnésique. On coupe complètement, voilà. Et donc là, ça sera ce qu'on fera la dernière séance. C'est la question on va dire, de l'irréversible et de l'oubli, on va dire. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Mais cette semaine, ce que je voudrais faire, c'est la question de l'enchevêtrement des récits, des mémoires, le conflit des mémoires et le fait que justement, on est dans l'irréconciliable parce qu'on n'a pas le même passé, on n'a pas le même langage, finalement, on n'est pas dans le même monde. Et du coup, tant qu'on n'est pas dans le même monde, tant qu'on n'a pas fait ce travail de langage commun, de narration commune, etc., d'une certaine manière, rien n'est fini. Et donc, ça peut toujours reprendre, comme c'est le cas aujourd'hui dans le monde de la Turquie, autour de la Turquie et en Turquie. Mais c'est aussi, c'est est-ce que l'Europe a été capable de faire ce travail de mémoire, on va dire. Voilà.
Mais en tout cas, voilà, je vois bien qu'en Turquie, que je connais bien, parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas, Turquie, mais aussi Caucase, mais aussi Syrie, mais aussi Israël, hein, c'est toute cette région-là qui était une région, j'en parlerai tout à l'heure, il y a un problème de conflit des mémoires, on va dire. Bon. Voilà les deux nœuds. Alors peut-être, je commence par faire cette longue introduction, on pourrait dire, sur la question de la culpabilité collective. Je partirai d'abord peut-être de la remarque de Bonhoeffer, qui écrivait en prison « Je ne puis me tranquilliser en me disant que ma part n'est que minuscule. On ne calcule pas ici, et je dois reconnaître que c'est mon péché justement qui est coupable de tout. » Incroyable, hein, ça c'est ce qu'écrit Bonhoeffer quand il est en prison. Donc, bien sûr, c'est très très proche de Dostoïevski, hein, vous le connaissez, vous vous rappelez, les frères Karamazov. C'est tout à fait le genre de choses que Emmanuel Levinas va développer plus tard hein, dans son Éthique et infinie, dans beaucoup d'autres textes. Mais ce qui est original, qui ne se voit pas tout de suite là, quand il dit c'est mon péché, c'est qu'il développe une conception communautaire de la responsabilité. Parce que justement, Bonhoeffer, il est le figure de proue de ce qu'on a appelé l'Église confessante. L'Église confessante, ce n'est pas l'Église qui confesse sa foi. Oui, bien sûr, c'est l'Église qui confesse sa foi, mais c'est d'abord l'Église qui confesse son péché. Et voilà le texte de la déclaration de Barmen. Hein, il est écrit « L'Église confesse avoir vu l'usage arbitraire de la force brutale, la souffrance morale et physique d'innombrables innocents, l'oppression, la haine et le meurtre, sans élever la voix, sans trouver moyen de se hâter au secours des victimes. » Vous trouvez ça dans l'éthique de Bonhoeffer, qui a été publié et republié plusieurs fois chez Labor et Fides. Je peux vous donner des pages. Voilà. Alors ça, là, il y a un déplacement qui est pour nous une pierre d'attente, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire une confession d'un péché collectif? Je pense, Joël, à ton travail sur la corruption, l'Église et la corruption. L'Église peut résister à la corruption de la société, mais il faut aussi que l'Église confesse. Et peut-être qu'il y a un acte de prise de parole, de levée de l'omerta, on va dire, en disant, mais voilà, d'abord, commençons par confesser, par avouer, par déclarer, si je peux dire même, notre péché. Ça a un sens très fort, je pense. Alors maintenant, je quitte cette petite pierre d'attente, on va dire communautaire au sens ecclésiologique. J'en viens à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans des circonstances voisines, parce que c'est dans ses carnets de la drôle de guerre, où il écrit « On est totalement responsable de sa vie ». Ça, c'est typique de Sartre. Hein, bon. On n'a jamais d'excuse parce que l'événement ne peut vous atteindre que s'il est assumé par vos possibilités propres. Ce qui m'arrive, si je continue à être victime d'une violence parentale, par exemple, si je porte en moi la victimité, ça veut dire que je n'ai pas rompu avec elle. C'est ce que dira d'ailleurs, comment il s'appelle, Pasolini, Pier Paolo Pasolini, dans ses lettres luthériennes. C'est un texte très curieux, les lettres luthériennes, je vous le recommande. Les lettres luthériennes de Pasolini. C'est un texte très curieux sur la transmission, on va dire, sur la transmission du péché. Et comment est-ce qu'on peut rompre avec la transmission du péché, si je puis dire. Avec la passivité avec laquelle peu à peu on se fait complice du mal, juste simplement en finissant par s'identifier, par le faire, voilà, par en faire une possibilité qui nous est propre aussi. Là, on continue, hein, on poursuit. C'est vraiment c'est ça le tragique. Et c'est un texte, c'est des textes magnifiques. Alors, je ne m'en développe pas. Et bien sûr, la phrase de Lévinas, vous connaissez tous cette phrase de Dostoïevski, nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres. Non pas, continue Lévinas, à cause de telle ou telle culpabilité effectivement mienne, à cause des fautes que j'aurais commises, mais parce que je suis responsable d'une responsabilité totale qui répond de tous les autres et de tout chez les autres, même de leur responsabilité. Là, on est dans la culpabilité, on pourrait dire, ontologique presque. C'est pas le langage de Lévinas qui n'aime pas l'ontologie, qui pour lui c'est l'éthique. On est dans une culpabilité métaphysique, par notre existence même, d'une certaine manière. De naissance, nous sommes responsables. Alors,
on va ouvrir quelques questions autour de ça. Première question, du coup, on ne peut pas dire que personne ne peut dire moi je suis la victime, moi je suis purement innocent, moi je suis la victime, donc je peux pardonner. Première chose. De la même manière que personne ne peut pardonner et personne ne peut pardonner à la place de la victime, mais personne ne peut se mettre à la place de la victime. Vous voyez, c'est encore plus radical. Personne ne peut se mettre à la place de la victime. Donc là, il y a un côté un peu, là aussi, on touche un des paradoxes, je dirais un des impossibles du pardon dont parlait Derrida d'une certaine manière. Mais je ne crois pas qu'il ait développé ce point-là, mais c'est un point, je crois, très, très intéressant. Alors, peut-être qu'à ça, on pourrait dire que ces deux argumentations qui ne se développent pas du tout au même plan. Parce qu'il y a un plan qui est celui de l'obligation morale, nul n'a le droit de pardonner à la place de la victime, c'était les conditions pragmatiques, vous vous rappelez, tandis que le second se développe au plan d'une éthique, de l'exigence infinie, d'une éthique qui n'est plus une éthique morale, si je peux dire, qui est une éthique de l'infini, une éthique de la responsabilité totale. On pourrait dire au sens de tout à l'heure une éthique eschatologique, si on place l'eschatologie dans ce sens un peu d'un devant Dieu final, on pourrait dire. Alors, cette question elle est très importante par rapport à notre sujet parce que justement, c'est la confusion entre tous ces plans qui a été mise à profit par les nazis, comme l'a développé, comme l'a analysé Hannah Arendt dans un texte intitulé « La culpabilité organisée ». C'est un texte de 1945 qui est paru dans un ouvrage qui s'intitule « Penser l'événement », où il y a un certain nombre de textes de Hannah Arendt. Mais ce texte sur la culpabilité organisée de 1945, c'est un texte important parce qu'elle vient faire une sorte d'enquête sur les ruines de l'Europe, les ruines fumantes de l'Europe. Elle revient des États-Unis, où elle avait trouvé refuge à la fin des années 30, et elle revient et dit, mais c'est abominable, ce qui est en train de se préparer, c'est abominable, parce que, en fait, la propagande nazie cherche à effacer toute différence entre les criminels, les moins criminels, le peuple allemand et finalement même les victimes. En gros, on est tous coupables. Hein, c'est le discours, et ça se fait au nom du discours luthérien, on va dire, du discours de on est tous coupables, du discours de chrétien, mais chrétien luthérien très particulièrement. Il y a qu'à cette et aussi le discours nationaliste qui vient se recroiser là-dessus. Le peuple allemand, il est collectivement responsable de ce qui s'est passé. On va dire. On est au carrefour de deux discours. Voilà, je vous lis le texte. À mesure que les défaites de l'armée allemande s'aggravent sur le terrain, les nazis remportent des victoires dans la guerre qu'ils livrent sur le plan politique. Une guerre qu'on prend bien souvent, bien à tort, pour de la simple propagande. La thèse centrale de cette guerre politique est la suivante. Il n'y a pas de différence entre Allemands et nazis. Le peuple fait bloc derrière son gouvernement. Bien sûr, cette thèse implique qu'il n'existe aucune distinction quant à la responsabilité, que les Allemands fascistes et antifascistes ont subi la défaite de la même manière, et que c'est seulement dans un but de propagande que les Alliés ont opéré les distinctions de ce genre au début de la guerre. La conséquence indirecte est que les dispositions des Alliés concernant le châtiment des criminels de guerre s'avéreront des menaces sans contenu, parce qu'ils ne trouveront personne à qui la définition du criminel de guerre ne puisse pas s'appliquer. Le peuple allemand tout entier est criminel de guerre. Voilà cette propagande, on va dire, politique. Alors c'est dans le prolongement de cette analyse très brève mais très frappante de Hannah Arendt que Karl Jaspers, qui était son maître en fait, qui a été son maître et qui était un adversaire de Heidegger, vous le savez, philosophiquement, a écrit un livre intitulé « La culpabilité allemande », à peu près la même année ou l'année suivante, qui a été aussitôt commenté longuement et presque traduit, peut-être même traduit, ou en tout cas commenté longuement par Ricoeur. C'est un des premiers textes que fait Ricoeur à la fin de la guerre. Il est quand même très jeune encore. Il a, je ne sais pas quel âge, 35 ans, je pense. Et donc, il écrit la culpabilité allemande propose une distinction entre 4 catégories. La culpabilité criminelle, où le sujet coupable est un individu criminel placé devant un tribunal et susceptible de recevoir un châtiment. Il y a la culpabilité politique, où le sujet coupable, c'est le peuple des citoyens consentants, placé devant l'histoire et susceptible de verser des réparations.
La culpabilité morale, où le sujet coupable, c'est chacun, n'importe qui, placé devant un ami, est susceptible de se repentir. Et puis la culpabilité métaphysique, un petit peu celle dont on parlait avec Dostoïevski ou avec Lévinas, et finalement où le sujet coupable, il est constitué par l'ensemble des survivants placés devant Dieu. Là, on n'est plus devant un tribunal, on n'est pas devant l'histoire, on n'est pas devant un ami, on est devant Dieu, et on confesse combien on a manqué à la, je sais pas, à la solidarité, etc. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est important parce que ça ouvre cette question qu'on est en train d'ouvrir. Est-ce que le pardon est une affaire seulement morale et privée, personnelle, individuelle, ou bien est-ce qu'il y a, ou est-ce que ça, et à ce moment-là, toutes les questions collectives seraient des questions de justice, mais jamais des questions, on va dire, de charité ni de solidarité dans le sens du pardon, etc. Et puis du coup, l'humiliation, la misère sociale serait due à un ordre injuste, mais imputable à personne nommément, et donc ça échappe au pardon, c'est-à-dire aussi à toute recherche de responsabilité éthique. Donc vous voyez, il y aurait une sorte de séparation des registres. Hein. On aurait d'un côté le pardon qui serait individuel, de l'autre côté la justice qui serait collective, qui serait appuyée sur les institutions collectives, etc. Et cette séparation entre entre le public et le privé, ça va très loin pour Hannah Arendt, parce que c'est justement ça qu'elle appelle la banalité du mal. La banalité du mal, c'est qu'elle dit qu'en fait, le criminel ultramoderne, c'est juste le bon père de famille, qui a une étanchéité parfaite entre ses sphères de vie, on va dire, qui a tellement séparé le public et le privé, la profession de la famille, que voilà, il ne sent plus, il est devenu insensible, on va dire. Il est un bon fonctionnaire dans son travail. Bon. Alors, voici le dialogue qu'elle rapporte, toujours dans le même texte, qu'elle appelle, donc, qui s'intitule « La culpabilité organisée ». Question. A-t-on tué des gens dans le camp? Réponse. Oui. Donc, c'est un officier nazi qui répond. Question. Les a-t-on asphyxiés au gaz? Réponse. Oui. Les a-t-on enterrés vivants? C'est arrivé quelquefois. Avez-vous aidé personnellement à tuer ces gens? Réponse. Pas du tout. J'étais seulement trésorier du camp. Quels effets vous faisaient ces agissements? Réponse. C'était dur au début, mais nous nous sommes habitués. Question. Savez-vous que les Russes vont vous pendre? Réponse, éclatant en sanglots. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai qu'il n'a rien fait. Il n'a fait qu'exécuter les ordres. Je continue la lecture du texte de Hannah Arendt. Et depuis quand est-ce un crime qu'exécuter les ordres? Depuis quand est-ce une vertu de se révolter? Depuis quand ne peut-on être honnête qu'en allant à une mort certaine? Vous voyez, c'est ça l'abomination de la situation dans cette situation-là. Mais ça s'appuie sur justement la psychologie, on pourrait dire la psychologie banale, on pourrait dire bourgeoise de cette séparation. Vous voyez, il y a des registres bien étanches et qui ne se rencontrent pas. Voilà en gros l'introduction que je voulais faire. Vous voyez donc qu'il faudrait arriver à montrer en même temps une sorte de responsabilité, on va dire structurale, institutionnelle. Je suis aussi responsable des lois de mon pays. Je ne peux pas m'en laver les mains. Je suis responsable de la situation économique de mon pays. Je ne peux pas m'en laver les mains. Je suis responsable de la situation écologique, etc. Je suis impliqué. Il y a une dimension dans laquelle je suis impliqué par ces dimensions collectives. Bon. Et de l'autre côté, il y a une responsabilité singularisée, que chaque responsabilité, elle est singulière, elle est personnelle, elle est nominale, on pourrait dire. Et donc, il faut réouvrir l'échelle des responsabilités, je dirais le curseur des responsabilités, qui permettent, je dirais, à la fois de distinguer le degré de responsabilité des uns et des autres, là où, je dirais, spontanément, on ne verrait pas de responsabilité parce qu'on ramène la responsabilité uniquement sur le curseur pénal ou même moral, mais voilà, ou alors on sépare complètement les registres. Voilà. Et puis, du coup, ça pose la question qui avait été magnifiquement soulevée par Bonhoeffer, c'est la responsabilité des communautés.
Parce que justement, une des abominations de cette espèce de séparation qui finit par devenir mortellement étanche entre la sphère privée, individuelle, personnelle et la sphère publique, c'est que l'individu, il dit bah, j'y peux rien. C'est complètement en dehors de mes capacités d'action. Donc, l'individu, il peut toujours se laver les mains de la responsabilité collective. C'est là que la dimension, le fait qu'il y ait des communautés, c'est très important. Le fait qu'il y ait des médiations, qu'il y ait des corps intermédiaires entre l'individu et l'État. Parce que l'État, du coup, est devenu une sorte de truc complètement l'État, ou bien le marché, ou bien il y a une espèce de gros machin. Là, je suis très proche d'Ellul, de Jacques Ellul, si vous voulez. On a affaire à des trucs complètement anonymes et complètement. Et là, c'est là que les communautés sont importantes. Voilà. Et puis, une autre question, alors qu'on peut soulever, donc, c'est exploratoire, la communauté, la place de la communauté ecclésiale là-dedans. Puis, deuxième question, c'est où est-ce qu'on va placer le tiers? Le tiers, je veux dire le juge, celui qui est en position d'arbitre. Et on pourrait dire l'arbitre, c'est le juge, la justice pénale, d'accord? Oui, mais le juge lui-même, il s'appuie sur, je dirais, sur un système politique qui est en place parce qu'il a été victorieux. Il n'y a pas de justice qui ne s'appuie quelque part sur un régime qui a été historiquement victorieux d'un autre régime, soit antérieur, soit extérieur. Donc, le juge, il est appuyé sur une violence, de toute façon, et y compris pour l'exercice de sa fonction. Donc, où est le tiers là? Est-ce que c'est le tiers absolu? Non, le juge ne peut pas être le tiers absolu. Alors, on va dire le tiers absolu, à ce moment-là, c'est l'État, c'est le politique. Mais non, à ce moment-là, c'est le vainqueur. Donc, ça ne va pas, c'est la force. Ça ne va pas non plus. On peut dire, bien sûr, que les puissances démocratiques sont pas juste de la force verticale, que c'est un pacte, que c'est un consentement, etc. Oui, d'accord. Mais enfin, voilà. Alors, on pourrait aussi déplacer le curseur du même coup, avec la démocratie, vers l'histoire. Le tiers, c'est l'historien, ou c'est la communauté des historiens qui cherchent de manière la plus honnête possible à établir les faits, simplement, à établir la vérité. Ça, c'est un point très important, bien sûr, par rapport au tort, etc. Bon. Et donc, il y a une dimension historique. Mais les historiens eux-mêmes, ils ont des biais. Eux-mêmes, ils sont situés dans l'histoire. Eux-mêmes, ils sont impliqués. Il y a pas de. Et qui va être le tiers parmi les historiens? Est-ce que et cette communauté elle-même n'était pas. C'est comme le problème de l'idéologie de la science, comme dirait Habermas, ou comme d'ailleurs disait aussi Jacques Ellul. Donc on pourrait aller, si on voulait monter de plus en plus haut dans le tiers et le tiers du tiers, etc., il faudrait monter jusqu'à Dieu. Et justement, voilà, Dieu, c'est le jugement dernier. Voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait aussi redescendre de la justice pénale vers d'abord ce qui peut se faire au niveau de la communauté, ce qui peut se faire au niveau moral. Alors là, justement, c'est là qu'on rencontre, c'est dans ce cadre-là, qu'un cadre infrapénal, qu'on rencontre le cadre de ce que nous avions vu au début de l'année avec l'Église romaine, qui a le monopole du pardon. C'est-à-dire, en fait, la confession se termine par une absolution du péché, et donc il y a vraiment là quelque chose comme une administration du pardon, au sens de vraiment l'Église comme administration du pardon. Qui a marché, c'est aussi la question alors, comment est-ce qu'on dit des indulgences. Indulgences. Les indulgences, voilà. C'est pas du tout un hasard si Calvin, le premier texte qu'il traduit en tant qu'humaniste, c'est le De Clementiae de Sénèque, c'est de traiter sur la clémence. Et donc on rencontre cet échelon-là. Est-ce qu'il y a une communauté qui pourrait, elle, être gestionnaire du pardon, qui est métapolitique, ou bien est-ce qu'il faut encore plus descendre dans la singularité éthique, et là aussi, on pourrait rencontrer tout à fait au bout, si je peux dire, de nouveau Dieu, si je peux dire. On est devant Dieu. Bon. Donc, voilà. Alors, justement, j'ai voulu vous rendre sensible à cette question du tiers, parce que je voudrais maintenant avec vous. Alors, d'abord, je fais une petite pause. Ça va pas trop vite? Ça vous va à peu près? C'est bon, c'est bon. Alors, on va prendre le texte de Garapon. Oui, oui. Bon, est-ce que
tu peux revenir un peu sur l'Église confessante? Oui. Pour nous éclairer davantage. Et est-ce que l'Église confessante, c'est l'Église qui confesse les péchés ou bien il y a d'autres dimensions qui entrent en ligne de compte? Alors là, il faudrait vraiment faire l'histoire de l'Église confessante. Alors on peut faire l'histoire, on peut faire la théologie, on peut prendre ces textes théologiques. Moi, je ne suis pas assez historien. Je vous recommande de demander à vos profs d'histoire. Je pense que Gilles Vidal est plus au courant que cela, de cela que moi-même, de l'histoire de la. Mais l'idée, c'est quand même que l'Église du Reich était une Église qui, en quelque sorte, avait été peu à peu instrumentalisée par le Troisième Reich. C'était devenu une sorte d'église officielle, bon. Et puis il y a eu un concordat avec les catholiques, comme vous le savez, bon. Mais en gros, le parti nazi avait su en quelque sorte mettre au pas les églises, et en s'appuyant aussi sur une tendance qui était déjà existante dans la théologie. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est vraiment un petit peu en dehors de notre sujet, mais c'est vrai que c'est peut-être pas complètement en dehors du sujet. On a avec von Arnack et un certain nombre de grands théologiens libéraux l'idée que finalement le Nouveau Testament il se suffit à lui-même et qu'on peut aussi bien l'appuyer sur la culture grecque ou sur la culture romaine et que la culture de l'Ancien Testament est une culture épouvantable et finalement complètement inutile, qu'on n'en a pas besoin. En fait, c'est une sorte de martionnisme, si vous voulez. Et donc, l'Église nazie s'est appuyée sur ce martionnisme latent d'une partie de la théologie libérale pour dire, de toute façon, les Juifs et tout l'Ancien Testament, on peut tout jeter à la poubelle, on n'en a pas du tout besoin. Nous, on est chrétiens, on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est là que, finalement, paradoxalement, là aussi, c'est pas tout à fait un hasard et ça touche la question du pardon. Le pardon n'est pas, théologiquement, n'est pas une sorte de table rase qui rompt qui recommence à zéro. Et c'est le fait que Calvin insiste beaucoup sur le fait que les alliances, on pourrait dire jusqu'à la fin des temps, coexistent d'une certaine manière. Même si la nouvelle alliance réinterprète l'ancienne alliance sans cesse. Bon, mais il y a des textes très très forts de Calvin qui montrent que Calvin n'est pas du tout, on va dire, judéophobe au point où il était Luther, vous le savez. Mais ça a pour un motif théologique, qui est une conception de qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance. Alors, je mets ça entre parenthèses, mais du coup, c'est la raison pour laquelle, en grande partie, théologiquement, c'est avec Karl Barth, avec Bonhoeffer, mais c'est avec une pensée qui avait plutôt repris la tradition calvinienne que s'est développée l'Église confessante. Avec aussi l'idée qu'on n'est pas dans une théologie dans laquelle il y a d'un côté les affaires célestes qui nous concernent dans notre vie intérieure, l'homme intérieur, et puis l'homme extérieur, il est entièrement soumis aux lois du monde. C'est la théologie une théologie des deux règnes, on va dire, ramenée à une sorte de coupure totale, là encore, entre un intérieur, comme il y a le privé et le public, il y a un intérieur extérieur. Il y a le vieil homme et le nouvel homme. Et ils sont complètement séparés. Et donc, il y a un message qui est arrivé là. Bon, c'est que je vous dis un message. Donc, l'Église confessante, c'est à la fois une Église qui rompt avec le silence de l'Église officielle, de l'Église du Reich, qui fait autour de quelques pasteurs, fait des grands rassemblements de confession de leur, comme on vient de le voir, de confession de leur péché collectif, d'avoir manqué de solidarité, notamment avec les Juifs, avec les victimes du nazisme, et qui, du coup, rentrent en persécution. Il y en a qui vont être mis en prison, il y en a qui vont être exécutés, etc. etc. Mais c'est aussi une organisation théologique, c'est aussi on repense théologiquement, parce qu'en fait, ce qui était très compliqué pour eux, pourquoi ils ont mis tant de temps à réagir, c'est que en 1914, les Allemands étaient partis à la guerre avec sur leur ceinturon ou sur leur casque Dieu avec nous. Donc il y avait une sorte de collision du théologique et du politique, si vous voulez, du national et de l'ecclésial. Une collision totale. Les Allemands pensaient que Dieu était avec eux, comme les Français d'ailleurs pensaient que Dieu était avec eux. Bon,
etc., etc. Chacun partait en mettant tout le paquet derrière. Et donc, les théologiens de la Première Guerre mondiale, presque tous, d'une manière ou d'une autre, ont dû faire cette critique en disant, mais on a tout mélangé. Comment est-ce qu'on peut dire une chose aussi horrible? C'est absurde, on ne peut pas mélanger Dieu avec nos affaires. Et donc, du coup, il y avait une sorte de séparation entre la seigneurie du Christ d'un côté et puis les seigneuries humaines de l'autre, si je peux dire, pour le dire comme ça, les règnes politiques. D'où, du coup, une sorte d'apolitisme de principe théologique, parce que justement, il y avait eu une trop grande politisation de la religion précédemment. Oui, c'est ça l'histoire. C'est ça le problème de l'histoire, c'est que chaque génération se trouve avec les problèmes issus des grandes réponses de la génération antérieure. On pourrait le dire. C'est tout le temps. D'un autre côté, oui. Il n'est pas non plus bon de séparer la religion du politique. Enfin, quand même, c'est quand même lié. On peut pas tout séparer. Oui, c'est ça qu'ils ont découvert. C'est ça qu'ils ont découvert, mais tardivement, à partir de 30, 33, 35. Et justement, les premiers qui l'ont découvert, ils s'appuyaient sur une théologie qui elle-même refuse cette séparation totale. C'est justement la théologie de la seigneurie unique du Christ, qui est une théologie plutôt calvinienne, si vous voulez. Vous voyez, donc, vous voyez, il y a des histoires comme ça de vagues successives. C'est ça qui a fait la force du mouvement barthien. Tout le mouvement de Karl Barth est lié à cette théologie-là. À cette théologie-là. Non, il n'y a qu'un seul Reich. Il n'y a qu'un seul Reich. C'est le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et toute prétention, parce que c'est théologique le combat contre Hitler, là. Il faut bien le comprendre. Toute prétention d'un Führer à être le chef est une prétention, si vous voulez, ce qu'ils vont combattre, ce que l'Église confessante va combattre, c'est pas seulement une situation politique, c'est aussi, je dirais, une religion mauvaise, perverse. Vous voyez, c'est qui prétend en quelque sorte donner un Reich, un troisième Reich, les vêtements qui sont ceux du royaume de Dieu, une sorte de vraie supercherie. Donc voilà, c'est un combat théologique. Donc il y a une organisation très difficile d'ailleurs, une organisation de résistance en réseau. Vous savez d'ailleurs que le Kirchentag a été inventé pour qu'il n'y ait plus jamais ça. C'est-à-dire que si les institutions de l'Église deviennent soumises à la bête, dans le sens de la bête de l'Apocalypse, eh bien, il y ait une habitude si forte que chaque année tout le monde se retrouve, que le peuple de l'Église puisse échapper aux institutions, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas entièrement subordonné au canot institutionnel. Voilà l'idée du Kirchentag. C'était pour que en cas de retour militaire, l'Église puisse se réorganiser à partir d'une réunion populaire. C'est ça le Kirchentag. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui font partie d'une longue histoire. Voilà quelques ébauches de réponses, Joël, à ta question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques? Non, c'est bon. Oui, excusez-moi, juste Kirchentag, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça veut dire jour de l'Église? Bon. Alors, on prend le texte de Garapon. Oui, alors vous ne connaissez pas le Kirchentag? C'est un jour, il y a une sorte d'énorme. C'est comme la fête de l'UMA, si vous voulez. Vous voyez la fête de l'UMA en France? Est-ce que vous connaissez la fête de l'UMA? Mettez votre micro parce que là, vous l'avez enlevé, je pense. Ah, vous m'entendez plus? Bah, on a du mal à vous entendre. On a du mal à vous entendre, oui. Aïe, 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 aïe. Je vais changer d'endroit alors, ne bougez pas. Je reviens tout de suite. Soyez sages, je reviens tout de suite. J'ai des problèmes de connexion aussi. Alors... Ouais, et vous connaissez déjà Kirchentag? Pas spécialement, non. Oui, si, moi je connais un peu. C'est effectivement la comparaison avec la fête de l'UMA est intéressante et sympathique.
parce que c'est un grand rassemblement protestant. C'est devenu maintenant un peu la grande kermesse protestante en Allemagne, avec des dimensions. Pourquoi il compare avec la fête? Pardon? Pourquoi il y a la comparaison avec cette fête? Parce qu'il y a quelque chose de très festif et de convivial. Et donc, au fil du temps, ça a pris aussi des dimensions internationales et œcuméniques. D'accord. Mais là, voilà, Olivier nous a rappelé le départ de Kirchentag. Et puis, c'est devenu aussi un moment de visibilité pour le protestantisme en Allemagne. D'accord. D'où la petite tentative de création avec Protestants en fête, en France. Ah oui, ouais. Voilà, d'un rassemblement qui soit à la fois communautaire, effectivement, mais qui rappelle aussi les engagements protestants. Donc, le témoignage protestant. Moi, je vous fais un petit raccourci par rapport à ce que j'ai pu observer quand j'ai travaillé à la Fédération protestante. Ok, merci. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. Voilà. Et donc, dans l'élaboration du Kirchentag en France, de l'élaboration protestante en fait, il y a eu beaucoup de références au Kirchentag, du fait aussi de la proximité des églises alsaciennes de l'Allemagne. Il y avait aussi cette culture-là qui était assez présente. Mais c'est intéressant d'avoir le rappel de l'origine, de la genèse de tel projet. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, protestant, en fait, ça n'a rien de... Enfin, je ne sais pas, je ne suis jamais allée, mais d'après les échos que j'en ai, c'est plutôt montrer la visibilité de l'Église, mais il n'y a pas du tout de questionnement politique. Si. Si, dans ces temps de rassemblement, il y a eu un gros effort de pointer les engagements éthiques du protestantisme. Ah, mais c'est sûr que là, tu touches la question de la communication et de la visibilité. C'est pas parce que on n'en a pas parlé que ça n'y était pas. Ouais. Ah, ouais. Vous voyez, dans le débat autour de la laïcité aujourd'hui, la voix protestante a beaucoup de mal à se faire entendre. Et pourtant, elle existe. Vous êtes là? Oui, oui. Bon, j'espère que ça va être mieux. Ah là là. Alors, sauf qu'il y a d'autres questions. Non, c'est bon, on a parlé du Kirchentag. Oui, Muriel nous a expliqué un peu les rapports entre Kirchentag on prend le texte de Garapon, d'accord? En fait. Mais on ne vous voit plus, hein? Oui. On vous entend. On ne voit plus. Il n'a pas allumé la caméra. J'ai pas de caméra là. Attends. Je vais. C'est bon. Ah, c'est bon, oui. Ah, bon. Oui, oui. Moi, je ne vous vois pas. Ah, si, je vous vois tous. D'accord. Bon, oui. J'étais en train de parler de la fête de l'UMA. Je disais que c'était un petit peu, que le Kirchentag, c'était un peu comme la fête de l'UMA pour l'Église allemande. Pour les églises d'ailleurs, parce qu'elles sont plusieurs. C'est une structure fédérale, hein, vous savez. Bon, vous avez d'autres questions? Excusez-moi, hein, je suis désolé de ce temps perdu. On prend le texte de Garapon. Pendant ce temps, vous avez eu le temps de le prendre, de le sortir? Oui? C'est bon, oui. Vous m'entendez, hein, parce que là, du coup, je suis tout incertain. Oui, je vous entends très bien, là, c'est parfait. Oui. Bon. Alors, donc, ma version du texte est très petite et j'ai cherché mon livre ce matin et j'ai dû le prêter lui aussi. Je le retrouve pas. C'est donc un livre intitulé, je l'ai mis dans la bibliographie, des crimes que l'on ne peut ni punir ni pardonner. Hein. Voilà, c'est ça. Odile Jacob, 2002. Alors,
Dans ce texte, Garapon essaye de montrer qu'on est dans un moment de l'histoire où, pour sortir de conflits irrémédiables, là on parle vraiment de conflits historiques, de conflits comme l'Afrique du Sud et l'apartheid, ou comme le régime de Pinochet, etc., ou comme il y a plein d'endroits dans le monde. Il dit on est obligé d'inventer des choses qui ne sont pas seulement pénales. Vous voyez, il y a le procès pénal classique n'apparaît pas adapté, parce que justement, ce n'est pas une question si individualisée que ça, et justement, ça pose le problème que Hannah Arendt soulevait. Hein, bon, alors, et bien sûr, il y a eu les procès de Nuremberg, mais voilà, les procès de Nuremberg, ça peut être, voilà, on a isolé quelques centaines de criminels, après le reste, on va dire, c'est lavé, c'est fini. Donc, la principale alternative, dit-il, est la commission vérité. On en recense un certain nombre aujourd'hui à travers le monde qui vont de formules parapolitiques, comme la commission Sabato en Argentine, à des formules quasi-judiciaires, comme en Afrique du Sud, qui ressemblent à une forme de procès, enfin, en passant par des commissions d'historiens, comme en Suisse. Elles peuvent se contenter d'établir les faits et d'évaluer le nombre des victimes, épouser une forme publique ou confidentielle, s'imbriquer dans des poursuites ou à l'inverse, s'inscrire en parallèle, voire se substituer à la justice et bloquer toute poursuite. Hein, oui, je suis dans la première page, colonne de gauche. D'accord? Alors, là, vous voyez que apparaît le problème du tiers, justement. Est-ce que le tiers, il est politique? Est-ce qu'il est judiciaire? Est-ce qu'il est les historiens? Vous voyez déjà apparaître trois figures du tiers, hein, par rapport à la question que nous posions tout à l'heure. Mais en tout cas, là, on sort d'une conception purement pénale. Voilà. Alors, il prend l'exemple, ensuite, c'est la page de droite, hein, la colonne de droite de la première page donc 283, les promesses de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Il dit donc, la plus intéressante, c'est celle-là, parce qu'elle s'est vue dotée de la possibilité d'accorder des amnisties en échange d'aveux précis et circonstanciés. Donc voilà, ça c'est une première caractéristique. C'est une commission, voilà, on va vous amnistier. Si vous venez raconter, si vous venez vous confesser, eh bien on va vous amnistier. Donc là, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que j'appelais les institutions du pardon, au sens où l'Église serait une institution du pardon. Vous voyez, mais ça a été établi par un pacte politique. Deuxièmement, c'est un rapport nominatif dans lequel sont visées des actions précises. Hein, je suis un peu plus loin dans le texte. Donc voilà, c'est pas en gros. Il n'y a pas de confession en gros et il n'y a pas d'absolution en gros. Ça, c'est un point très intéressant. Et en fait, on va aller jusque dans le détail de la narration de chacune des choses qui sont. On va vraiment raconter tout ce qui s'est passé. Aller le plus loin possible dans la narration. Je note ça parce que c'est un point très important. C'est un point très important parce que trop souvent, on croit que la justice consiste à juger, c'est-à-dire à sanctionner, à établir le fait précis, imputable, et à le sanctionner. Oui, mais l'imputation elle-même présuppose d'abord une narration. Et donc, ça présuppose un temps d'écoute. Un temps d'écoute. Il faut commencer par écouter. Et ce moment de l'écoute est un moment, et je dirais, c'est une écoute presque mise en scène, mise en théâtre. Déjà, dans un tribunal, il y a ce travail presque théâtral de l'écoute des témoins, etc., etc. Et bien là, disons que ce travail de l'écoute nominative avec des actions précises racontées, etc., là, il y a une dimension extrêmement forte. Avant qu'il y ait amnistie, il y a d'abord mémoire, puisqu'il y a narration. Vous voyez, ça c'est un point vraiment, je pense, en effet très, très fort et très, très positif. Et puis, c'est une procédure publique, continue Antoine Garapon, c'est une procédure publique et non pas bureaucratique. Donc, c'est pas un truc qui se fait à huis clos, c'est pas uniquement un truc administratif, ça se fait devant tout le monde, ça se fait devant un public. Donc il y a une dimension, je dirais, on raconte les choses les uns devant les autres.
Voilà. Et donc, c'est pas complètement pénal, comme il dit à la fin de ce paragraphe, c'est pas politique non plus, même s'il a fallu des conditions politiques pour le rendre possible, etc. Voilà. Ça, c'est gérer les caractéristiques positives de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le texte, quels sont pour vous les points négatifs? Il le dit après, mais est-ce que vous, ça vous a fait... Qu'est-ce que vous reprochez? Est-ce que vous avez pensé à ce qui se passe là et est-ce que vous avez eu l'idée de reproche? Là, il en pointe au moins 3. Mais vous-même, est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que... Non, moi, j'ai pas lu le texte. J'ai pas pensé. D'accord. Mais même comme ça, en entendant la mise en scène, qu'est-ce que... Vous vous rappelez que c'est... on avait déjà évoqué cette histoire avec Desmond Tutu qui parle de pardon et la vieille femme qui dit « Mais moi, personne ne peut demander pardon à ma place. » Vous vous rappelez? Je crois que c'était raconté par Derrida dans son texte sur l'impardonnable. Moi, je pense à la situation au Rwanda. Oui. Avec ces tribunaux, enfin je sais pas comment, je sais plus le terme de ces sortes de moments de parole, effectivement, où tout était raconté. Je me souviens à l'époque, enfin, dans l'opinion publique, on avait présenté ça d'une manière extrêmement positive. Là, je rapporte un peu mes ressentis, enfin mes ressentis par rapport à ça. Et moi, en même temps, j'étais assez choquée parce que les personnes qui avaient participé, que ce soit les victimes ou les criminels, les bourreaux, après reprenaient leur vie côte à côte. Et moi, ça m'interrogeait en me disant, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour pouvoir reprendre une vie côte à côte et jusqu'à comment est-ce que ça peut vraiment aider à une reconstruction sur l'avenir, sur la durée, sur la génération d'après? Voilà, ça c'était un peu ce genre d'interrogation que j'avais quand on entendait parler de ces sortes de tribunaux qui s'inspiraient un peu de ces démarches-là, il me semble. Oui, tout à fait. Moi, ça pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Muriel, ce serait par rapport à la crédibilité justement d'une telle procédure, parce que vous dites que c'est pas pénal, que c'est pas vraiment pénal, mais du coup, on reste un peu dans le symbolique et derrière, quoi. Enfin, mais c'est un peu ce que tu dis, Muriel, finalement, est-ce que ça suffit? Où est la crédibilité de cette procédure si derrière, il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe concrètement, quoi. Enfin, après, je ne sais pas s'il se passe quelque chose concrètement ou pas derrière, mais si ça reste dans l'écoute, dans le dire, dans la narration, bah, il y a un moment où on attend quelque chose de plus. Et est-ce que ça se fait? C'est ça la question que je me pose. Ouais. Moi, je crois qu'il faut aussi une appropriation individuelle parce que les hommes politiques peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent, mais c'est à chaque personne de s'approprier ça aussi. Et ça, c'est pas fait automatiquement. Oui. Très juste tout ça. Ouais. Donc il y a plusieurs questions que vous avez soulevées là, qui sont intéressantes. Oui. D'abord, oui. Oui, par rapport à la CVJR, à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, quelle est au juste la finalité des narrations qui sont faites? Parce que au niveau des politiques, lorsque vous lisez un peu l'histoire, vous allez réaliser que à la fin des récits narratifs ou des narrations, on ne voit pas concrètement ce qu'on en fait. Je ne sais pas si la narration est synonyme de réconciliation ou pardon, ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir comme leçon? Très bien, merci pour toutes ces observations. Il y a
on peut faire un premier nœud de question autour de est-ce que la parole suffit? Est-ce que l'écoute suffit? En gros, en quoi est-ce que la parole et l'écoute peuvent à ce point changer la situation que réellement il y a quelque chose qui va être, je dirais, changé, même bouleversé. Et deuxièmement, justement, est-ce que ça peut se faire en gros, en masse, ou comment se fait l'appropriation individuelle? Est-ce qu'il faut à ce moment-là parce qu'on peut dire, on peut voir l'appropriation individuelle dans la parole, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui raconte, mais est-ce qu'on peut mesurer l'appropriation individuelle dans l'écoute? Est-ce qu'on peut dire, voilà, ça a été écouté personnellement? Est-ce que chacun l'a écouté? Voilà, c'est autre chose, oui. Ça, c'est un sujet, je pense, important aussi. Après, tout dépend si vous dites que tout est théologique, ça dépend si on voit ça d'une manière théologique ou pas, parce que théologiquement, oui, je dirais oui. Mais après, là, ça relève peut-être pas vraiment de la théologie, cette démarche, donc du coup, non. Peut-être pas que l'écoute relève de cette appropriation individuelle. Parce que je suis persuadée que si, théologiquement, oui, l'écoute, on peut parler d'une appropriation individuelle de quelque chose qui nous dépasse, de l'écoute de quelque chose qui nous dépasse. Ça, oui, j'en suis sûre. Mais là, dans ce cas-là, je ne sais pas. Oui, c'est intéressant parce qu'on peut aussi dire théologiquement qu'il arrive que l'on ne reçoive pas, que l'on n'entende pas. Ça fait partie aussi, je dirais, ça fait partie de quelque chose qu'on peut, je ne sais pas comment dire, penser théologiquement. Enfin bon, c'est compliqué, hein, c'est un sujet pas compliqué, c'est difficile. Oui. Moi, je crois que c'est aussi théologique. Enfin, en Afrique du Sud, enfin, le mot de réconciliation, c'est connoté religieusement quand même. L'implication de Desmond Tutu, enfin, c'est une démarche aussi des églises. Il y a aussi, enfin, je connais une association qui s'appelle Initiative et Changement, qui s'appelait le réarmement moral après la guerre, et qui œuvre aussi pour faire des réconciliations au niveau politique, mais avec une démarche de pardon et une démarche spirituelle, pas forcément chrétienne, mais spirituelle. Donc, il y a quand même cette dimension-là. C'est pas parce qu'il y a du politique qu'il n'y a pas du religieux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et là, vous désignez, alors, je vais revenir sur l'Afrique du Sud, mais sur la question du réarmement moral, ça j'avais oublié. C'est quoi l'épisode du réarmement moral? C'est quelle époque? C'est qui? Vous connaissez un peu? Je ne connais pas toute l'histoire. Bon, c'était après la guerre, donc il y a ce vocabulaire où on parlait beaucoup de réarmement. Et, après la Première ou la Seconde Guerre mondiale? Après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se réunissent, enfin, c'est plutôt en Suisse, sur les bords du lac Léman, et plutôt des réunions, y compris avec des responsables politiques, parfois des chefs d'État qui font venir pour se réconcilier, mais bon, aussi tout le monde peut participer sur des réflexions sur la société. Et il y a une dimension spirituelle, mais qui accueille différentes religions en fait. Voilà. D'accord, mais il faut que je regarde ça, ça m'intéresse. Je connais bien le mot, mais en fait, je le citais beaucoup plus en amont dans l'histoire. Alors, ce que dit Garapon, lui, il dit, voilà, qu'est-ce qu'on a reproché? D'abord, on a reproché l'émotivité. On a parlé de la commission Kleenex. Vous avez vu, bon, tellement on y a pleuré. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, là, ça veut dire que quand même que l'écoute et la parole font quelque chose, parce que ça fait pleurer quand même. Vous voyez, bon. Deuxièmement, empreinte religieuse trop marquée, justement. Vous voyez, ça a été, justement, c'était pas assez politique. Et du coup, certains grands responsables de l'apartheid n'ont pas été, enfin, c'était pas contraignant, c'était une démarche volontaire, c'est une démarche proprement à la fois religieuse et politique, mais dans un sens là volontariste. Et non pas, il y avait rien c'était pas assez judiciaire pour obliger à comparaître, on va dire. Il n'y avait pas de remise en question des versions présentées. Les uns et les autres racontent,
mais il n'y a pas de confrontation en disant oui, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de contestation. Hein. On ne conteste pas ce que raconte quelqu'un. Aucune indemnisation financière, alors que dans un procès, il y a des réparations, etc. Ni de prison. Voilà. Donc, tout ça, ça conduit à l'idée qu'on aurait bradé la justice. Voilà, ça c'est en se contentant d'une sorte de représentation au rabais de la justice. Voilà. Mais, alors, les 3 ou 4 points positifs que lui soulève, il dit oui, mais d'abord, on n'avait pas le choix. Ensuite, justement, c'est les 2 partis en présence, le Parti national et l'ANC, ont refusé de voir leurs membres jugés et condamnés pour des actes qu'ils estimaient à l'époque justifiés. Et donc, parce qu'il y a eu des violences des 2 côtés et qui étaient des violences, on pourrait dire, politiques. Et donc, d'ailleurs, l'amnistie avait un sens par rapport à des actes politiques, pas des actes, on pourrait dire, de droit commun, hein, on va dire. Ensuite, il fallait sortir de la peur, enfin de l'accusation qui d'avance était possible d'une justice de vainqueur. Donc il fallait réunir des noirs et des blancs, il fallait que ce soit quelque chose dans lequel on puisse penser en même temps, ce qui dit dans la page de 285, on ne pouvait pas priver les Afrikaners de la fierté d'avoir volontairement renoncé sans être vaincus. Hein, les Afrikaners n'étaient pas vaincus. Et d'eux-mêmes, ils ont, on pourrait dire, abdiqué les privilèges de l'apartheid au nom d'un idéal chrétien. Vous voyez, il y avait une dimension délibérée. Et les autres, les militants de l'ANC, on ne leur demande pas de renoncer à la fierté d'avoir combattu sans relâche pour l'égalité des races, pour la dignité et l'égalité des races, etc. Donc, vous voyez, des 2 côtés, il y avait un idéal, et donc ces 2 idéaux, il fallait commencer par reconnaître ces 2 idéaux ensemble. Et donc, forcément, la scène, du coup, elle était à la fois un peu droit de l'homiste et religieuse, on va dire. Hein. C'était un peu les 2 en même temps. Donc, bien sûr, elle n'était pas assez judiciaire, elle était même pas assez politique, d'ailleurs, parce qu'elle était justement un peu trop religieuse, mais voilà, c'était la seule possibilité. Comme il dit à la fin du texte, il n'en demeure pas moins que malgré toutes ces défaillances qu'il ne faut pas minimiser, la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine a inauguré un genre nouveau de justice qui s'affranchit des contraintes du procès pénal. Elle offre en effet la possibilité d'un jugement pénitentiel sans devenir sacrificiel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bouc émissaire, il n'y a pas de punition pour l'exemple, on va dire, d'une justice à la fois personnelle et collective, parce que justement c'est ça le problème, judiciaire et historique, tournée vers le passé et vers l'avenir. Vous voyez les trois et, hein, à la fois personnel, collectif, judiciaire, historique, le passé, l'avenir. Voilà, donc vous voyez, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui essaye de couvrir plus largement l'échelle des responsabilités ou des tiers, si je puis dire, les différentes formes de tiercéité qu'on avait parcouru tout à l'heure. À la fin de la colonne de la page 284, il prend l'exemple de l'Argentine, où là aussi, les victimes de la répression rechignent à être considérées comme des victimes de violations de droits de l'homme, alors qu'elles sont d'abord des victimes d'une répression politique. Eux, c'est pour une militance politique. C'est pas de manière passive, c'est une militance politique. Donc, le danger de ces procès, c'est de dépolitiser complètement la question. Voilà. Mais voilà, c'est mieux que rien. C'est une sorte de compromis. On pourrait dire que c'est une sorte de compromis. Et c'est en ce sens-là que c'est une bonne introduction à ce que je voulais faire maintenant. Vous voulez une petite pause ou ça va, vous l'avez vu tout à l'heure ou qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi pas, oui, une petite pause, si possible. Une pause, d'accord. On fait une petite pause. J'arrête l'enregistrement. Vous pensez à me le rappeler, hein, d'accord? Oui. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Est-ce qu'il y a bien
le réarmement moral à France aussi, Oui, pendant la guerre mondiale. entre les deux guerres. Entre Pour deux. moi, c'était ça, mais c'est très confus et ça a été assimilé, oui, à des partis. Enfin, c'était des gens de tout à fait de bonne foi, hein, me semble-t-il, mais qu'après, il y a eu une confusion. Une confusion, oui, entre les partis conservateurs de droite opposés à l'arrivée du cartel des gauches. Enfin, mais c'est des très vieux souvenirs d'histoire, donc je peux pas en dire plus. D'accord. Mais je sais pas, Nicolas, tu sais peut-être plus, hein, toi. Oui, c'est une autre. Je ne saurais pas trop répondre sur cette dimension politique de droite ou pas. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le site internet, une page sur oui, j'ai vu, merci. Merci bien. Voilà. Après, forcément, quand il y a une dimension politique, il y a toujours des visions diverses. Hein. Enfin, après, aujourd'hui, il s'occupe aussi pas mal de l'écologie, par exemple. Donc, si c'est quelque chose, c'est Oui, plutôt à gauche. mais alors moi, je ne savais même pas que ça existait encore. Hein. Alors là, pour moi, c'était vraiment de l'histoire ancienne entre les deux guerres, point, c'est tout. Ah ouais. Ok, merci. Vous avez vu le bandeau? Myriam, tu es dans quelle paroisse? Moi, je suis près de Besançon. D'accord. Mais ces dernières années, j'ai travaillé au sein de la mission populaire évangélique. J'étais à Paris, dans le 18e arrondissement. Donc, D'accord. je suis quelqu'un qui est entre église classique, entre guillemets, et mission populaire. Vous savez ce que D'accord. c'est? La mission populaire évangélique de France? Ok. C'est un mouvement qui a été fondé par un pasteur écossais au 19e siècle, au moment de la Commune. Et donc, il a créé, avec d'autres pasteurs français, des lieux dans les quartiers populaires pour lutter contre l'illettrisme et l'alcoolisme et être aussi des lieux d'évangélisation. Aujourd'hui, ce sont des lieux très engagés en termes de social et qui se veulent aussi communauté de foi. Voilà. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'Olivier, il y a un bandeau qui nous indique qu'Olivier a des difficultés. Enfin, que l'organisateur a des difficultés. Donc, Bah, ça où? en tout cas, moi, en haut de la page. Moi, j'ai pas, mais c'est vrai, on le voit pas. On voit Non, son on écran. a perdu Olivier là. Il a disparu. J'ai pas osé soulever la question parce que bon, il y a le déroulé du cours. Ce qui se passe autour de la laïcité là en France, bon, est assez problématique, voire inquiétant, parce que il y a aussi toute une dimension d'histoire et de mémoire autour de ces questions de laïcité, sur en fait le contexte et comment on en est arrivé à la création de la loi. Et le débat actuel peut donner l'impression de court-circuiter, voire de réinterpréter ou de même pas de réinterpréter, d'oublier
pourquoi et comment on en est venu à cette loi en France. Et donc, quand on évoque là, ces questions d'histoire, d'amnésie, je repense un peu au débat actuel, je me dis, ça rejoint un peu les problématiques actuelles, ce risque d'oubli. Oui, en tous les cas, à propos de la laïcité, l'année dernière, j'ai assisté au cours public sur la laïcité à la fac de Théo. C'était drôlement dense et super. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, vous. Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas suivi les. Si, enfin, moi, ça m'a un peu ouvert l'esprit, le cerveau, mais c'est compliqué. Enfin bon. Mais je crois qu'il est encore accessible sur le site de l'IPT. Hein. Vous nous entendez, Olivier? Je vais l'appeler, je vais lui dire qu'on peut se déconnecter. Un jour, c'était arrivé, on peut se déconnecter et revenir. Je pense que ça. Je vais l'appeler. Oui, vas-y, appelle-le. Ouais. Là, on n'entend pas enfin, moi, j'entends pas le son d'Olivier est coupé. Du coup, on peut tous partir et tous revenir sur le lien. C'est bon?